est 12h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur I24. Voici les titres à la une de l'actualité de ce mardi. D'abord, la fin de la chasse à l'homme en Cisjordanie. Le Palestinien de 15 ans qui a poignardé à mort Daphna Meir, cette mère de famille israélienne dans sa résidence d'Otniel, a été arrêté ce matin chez lui. Il est interrogé en ce moment même par le Shabak, les services de renseignement intérieur israéliens. Au Liban, c'est une étrange alliance qui s'est scellée hier. Samir Gaga, figure politique de la communauté chrétienne du Liban, a apporté son soutien à la candidature de son rival historique, Michel Aoun, à la présidence du pays. Un geste qui vise à unir la communauté chrétienne au cœur des tensions interconfessionnelles dans le pays. Et puis, elle a succombé à ses blessures. Leïla Alaoui, cette photographe franco-marocaine, elle avait été grièvement blessée lors de l'attaque terroriste de Ouagadougou le 15 janvier dernier, dont le bilan est désormais de 30 morts. C'est son cœur qui s'est arrêté cette nuit. Enfin, la France a perdu une des figures de sa littérature. Alain Tournier, décédé hier soir à l'âge de 91 ans. Tournier avait été cité à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature et s'était vu décerner de nombreuses récompenses. Le prix Goncourt pour son roman en 1967. Pas moins de 500 plaintes et une première interpellation. La police allemande a arrêté un homme de 26 ans soupçonné d'agression sexuelle la nuit du Nouvel An à Cologne. Le suspect de nationalité algérienne a été arrêté ce week-end dans un foyer de demandeurs d'asile à Kerpen, près de Cologne, justement. Et dans ce climat de méfiance face aux migrants, eh bien une proposition fait mouche. Elle est signée David Cameron, le Premier ministre britannique. Durcit-on face à l'immigration musulmane? Il exige, vous le voyez, des conjointes d'immigrés de parler anglais sous peine d'expulsion. Objectif, éviter la ségrégation sexuelle. On écoute le Premier ministre britannique. Nous voulons construire une société plus intégrée, avec plus de cohésion, une seule nation où chacun peut développer et utiliser au mieux ses capacités. On ne peut pas avoir un pays d'opportunité si certains de ses citoyens ne parlent pas la langue locale. Dans de nombreux cas, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont été mis dans une situation qui ne les encourage pas à s'intégrer. Voilà, et cette proposition a suscité, vous vous en doutez, des réactions en cascade à Londres. On retrouve la correspondance d'Ashley Chevalier. David Cameron s'est engagé sur une pente pour le moins glissante hier. Le Premier ministre a affirmé dans une tribune publiée dans le très sérieux quotidien The Times que les musulmanes qui ne maîtriseraient pas assez la langue anglaise pourraient être expulsés du Royaume-Uni. Et pour les encourager, le Premier ministre a annoncé le déblocage de 20 millions de livres, soit 26 millions d'euros pour financer des cours d'anglais. Toujours selon David Cameron, 22% des musulmanes britanniques, soit une femme sur 5, ne maîtriseraient pas la langue anglaise. Cette mesure a été plutôt bien accueillie ici, jusque dans les rangs de la communauté musulmane. Mais ce qui dérange, c'est que David Cameron a par la suite estimé sur la BBC que la non-maîtrise de l'anglais pouvait rendre les musulmans britanniques plus vulnérables aux messages de groupes extrémistes comme Daesh par exemple. Les représentants du culte musulman n'ont pas apprécié le lien entre l'ignorance de la langue et le terrorisme. Ils s'estiment stigmatisés. Dans l'opposition, on a qualifié les propos de David Cameron de simplistes et maladroits. Le Premier ministre, qui est également critiqué jusque dans son propre rang. Lady Worsley, qui était la première musulmane à rentrer dans un gouvernement conservateur, a déclaré que le Premier ministre avait gâché ce qui devait être une mesure positive. Voilà, et on va un petit peu plus loin dans cette polémique avec vous, Lise Barenbaum. À première vue, des propos du Premier ministre qui peuvent choquer, mais pour lui, le but, c'est de rendre les femmes musulmanes tout simplement plus indépendantes. Oui, parce qu'il l'a dit, pour lui, en Grande-Bretagne, il existe une ségrégation sexuelle alarmante au sein de la communauté musulmane, une ségrégation qui isole les femmes socialement. Il a même dit que parfois, les maris empêchent leurs épouses d'apprendre l'anglais pour les empêcher de s'intégrer. Et Cameron l'a martelé, plus de tolérance passive pour ce genre de situation. Ne pas parler l'anglais, c'est aussi ne pas comprendre l'identité britannique et in fine, parfois, être plus réceptif aux messages extrémistes. Voilà, et puis parler l'anglais pour ces femmes, c'est aussi, dit-il, une façon de s'insérer dans le marché du travail. Tout à fait. Et pour remédier à ça, il vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour aider les femmes musulmanes à améliorer leur connaissance de l'anglais. Selon le Premier ministre, 190 000 femmes musulmanes qui vivent parfois en Grande-Bretagne depuis des décennies ne parlent presque pas l'anglais.
Pour lui, évidemment, cette non-maîtrise les empêche de rentrer sur le marché du travail. Il a même souligné que 60% des femmes d'origine pakistanaise ou bangladaise sont économiquement totalement inactives. Et puis face à cette crise migratoire et la volonté d'intégrer ces migrants, il y a d'autres initiatives dans d'autres pays qu'on souligne également. Oui, depuis les incidents de Cologne le soir du Nouvel An, beaucoup de pays se mobilisent, notamment la Norvège qui a décidé de mettre en place des cours de respect pour les réfugiés. Alors au programme de la culture norvégienne, la langue norvégienne et puis aussi des cours non magistraux où l'objectif est de créer le débat. Par exemple, on parle de certaines limites dans la société, par exemple, où commencent les violences sexuelles. Et on sait que la Belgique et le Danemark vont aussi mettre en place ces dispositifs. Voilà, et de manière générale, MSF tire la sonnette d'alarme, gestion catastrophique de cette crise migratoire, c'est dans son rapport 2015. Oui, tout à fait, l'organisation vient de publier son rapport sur l'année dernière. Selon MSF, l'Union européenne a même aggravé les traumatismes des migrants en provoquant chez eux parfois un stress très important et en aggravant leur maladie. Allez, on va finir là-dessus. Une image qui change un petit peu le ton des migrants mis sur un piédestal, littéralement sur les podiums. Oui, en Italie, à Florence, un salon de mode masculine a accueilli un défilé pas comme les autres, puisque ce sont des demandeurs d'asile originaires du Mali et de Gambie qui défilaient. Pour le styliste qui est à l'origine de cette initiative, les migrants sont une ressource dont il faut redorer l'image aux yeux du public. Voilà, merci Lise. Retour en France, en bref, au chapitre judiciaire. Cette confrontation ce mardi devant les juges pour tenter de retrouver la trace de millions d'euros disparus, déclarés par l'UMP comme dépenses présidentielles en 2012, mais absents des comptes de campagne. Voilà pour cette information. Et toujours concernant Nicolas Sarkozy, alors qu'il est au plus bas dans les sondages, eh bien, il lance son opération Reconquête et il le fait avec un livre que vous pourrez retrouver en librairie dès ce lundi. Dror, vous nous en dites plus. Oui, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que le secret le plus total règne sur le contenu de ce livre. On n'en connaît même pas le titre alors qu'il sort dans les prochains jours. Il sort lundi prochain. Nicolas Sarkozy a annoncé l'apparition de ce livre sur son compte Facebook avec les termes suivants. J'ai écrit un livre qui sortira donc lundi prochain. Si ce livre a un sens, peut-être une utilité, c'est que le moment était venu de la clarté. J'ai voulu faire cet effort d'aller chercher au fond de moi ma vérité sur mes erreurs comme sur mes réussites. Je veux vous dire sans façon, sans artifice, ce que j'ai vraiment fait, ce en quoi je crois pour l'avenir, etc., etc. Encore une petite citation, peut-être Barbara. Je connais la terrible crise de confiance que suscite la politique et les politiques. Je ne veux en aucun cas m'exonérer de ma part de responsabilité personnelle dans cette situation. Alors deux mots d'ordre pour résumer, celui de la clarté et celui de l'humilité. C'est un petit peu nouveau chez Nicolas Sarkozy. Voilà, reste à lire le livre et à voir s'il s'y tient. Merci. Alors qu'il est en mauvaise passe dans les sondages, voilà. L'affaire Big Malion et les résultats des dernières élections régionales qui étaient plutôt mitigés du point de vue de l'UMP. Voilà, réponse en librairie dès lundi. Merci Dror. Et il n'y a pas que les politiques qui sont dans les starting blocks pour 2017. La transition, c'est le nom d'un mouvement citoyen. Attention, surtout pas un nouveau parti. Rudy, c'est un mouvement. Qui sont-ils ? C'est un mouvement citoyen, totalement apolitique, mais qui est porté par quelqu'un qui, malgré tout, connaît bien le monde politique parce qu'il s'appelle Claude Posternac. C'est un professionnel de la communication. Il a d'ailleurs dirigé la campagne pour les primaires du PS pour Martine Aubry. C'était en 2011. Alors sur son site lancé dimanche, cette association part de plusieurs constats. Déjà le fait que 3 Français sur 4 ne veut ni de Hollande, ni de Sarkozy, ni de Marine Le Pen pour diriger la France à partir de 2017. Puis le constat d'un chômage de masse, plus de 6 millions de personnes inscrites au Pôle emploi. Et enfin, selon toujours le site internet du mouvement, le constat d'une perte de confiance des Français dans l'action politique. Mais comme son nom l'indique, la transition propose une transition, un quinquennat au cours duquel les membres de la société civile, qui sont des experts, qui savent de quoi ils parlent, ils sont désintéressés de leur carrière et du pouvoir politique, et bien ces membres de la société civile viendraient épauler ceux qui connaissent les rouages de l'État. Et une fois cette transition réussie, eh bien le mouvement promet de laisser les clés du pouvoir. En clair, l'idée c'est de remettre du lien entre la société et la classe politique. Voilà, on comprend mieux pourquoi la transition. Est-ce que ce mouvement va pouvoir et va vouloir présenter un candidat ? Déjà, il va falloir le trouver, ce fameux candidat, parce que les leaders de ce mouvement, donc, qui est composé d'économistes, de chefs d'entreprises universitaires, eh bien, espèrent trouver une personnalité médiatique, pas marquée à droite, pas marquée à gauche, qui incarnerait finalement le bon sens, l'intérêt général
général. Et puis ensuite, il y a le second enjeu, c'est-à-dire celui des fameuses 500 signatures. On sait, c'est l'obstacle ultime pour tous ceux et celles qui ont voulu se présenter à la présidentielle, de Coluche jusqu'à Amand Dalir. Mais cette transition a un argument de poids dans le contexte actuel. C'est un argument qui va peut-être convaincre les élus d'apporter leur signature. C'est que finalement, il y a le danger Front National, le danger de triompher en 2017. En clair, la transition se veut une autre manière de cristalliser plus intelligemment le mécontentement populaire, donc se veut une alternative citoyenne et crédible au Front National. La transition, mouvement citoyen. Merci Rudy, il est 12h40 sur I24, c'est le journal, l'essentiel de l'actu avec vous, Eleonore. Et oui, à commencer par la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale en Libye, une coalition composée de 32 ministres. C'est en décembre au Maroc que l'accord a été signé sous l'égide de l'ONU et en présence de toutes les factions rivales. Nous avons appris la mort de Leïla Alaoui, photographe franco-marocaine, hier soir. Elle avait été grièvement blessée lors de l'attaque terroriste de Ouagadougou le 15 janvier dernier, dont le bilan est désormais de 30 morts. Elle a donc succombé hier soir à ses blessures. Et la France a perdu une des figures de sa littérature. Alain Tourny est décédé à l'âge de 91 ans hier. Tourny avait été cité à plusieurs reprises pour recevoir le prix Nobel de littérature et s'était vu décerner plusieurs récompenses. Le prix Goncourt pour son roman Le Roi des Aulnes, mais aussi le Grand Prix de l'Académie française de 1967. Voilà, on jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce mardi. Merci Eleonore. C'est le journal, il est 12h42 à Tel Aviv. Le dossier écho du jour est consacré à la Chine ce mardi. Début d'année difficile qui fait trembler les marchés mondiaux. Et c'est bien la santé de l'économie chinoise qui inquiète. Le scénario d'un krach boursier comme cet été semble plus proche que jamais. Le rappel des faits en images avec Johanna Citruc. Début d'année difficile pour les marchés chinois. Le CSI 300 qui regroupe les principales capitalisations boursières du pays n'en finit plus de dégringoler. Depuis le 1er janvier, l'indice a perdu pas loin de 15%. Et ce, malgré la mise en place d'un mécanisme anti-volatilité. Si la chute dépasse 5%, les échanges sont bloqués pendant 15 minutes. Si elle va au-delà de 7%, la séance est suspendue. Et c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière à 2 reprises, le 4 et le 7 janvier. Si le mécanisme de suspension est souvent utilisé, ça signifie qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec le seuil à partir duquel il est déclenché. Et nous avons besoin de reconsidérer cela. Cette mesure a été adoptée par Pékin à la suite du krach boursier de l'été dernier. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier. Si certains réclament quelques ajustements, pour d'autres, elle serait contre-productive. À l'approche des seuils déterminés, 5 et 7%, les investisseurs se précipitent pour vendre un maximum de titres. Les régulateurs auraient dû prendre en compte les conditions de l'économie chinoise avant de mettre en œuvre une telle politique. Ces suspensions nous montrent qu'un tel mécanisme ne fonctionne pas pour la Chine, ou au moins dans la situation actuelle du marché. Cette instabilité des bourses chinoises est liée aux craintes des investisseurs. Des inquiétudes au sujet du ralentissement de la deuxième économie du monde, mais aussi des conséquences que cela pourrait avoir. La Chine est une économie importante au sein de l'économie mondiale. C'est la première ou la deuxième économie au monde selon la façon dont vous la mesurez. Donc si l'économie chinoise ralentissait rapidement, cela aurait clairement une répercussion sur le reste du monde. En décembre et pour la 5e fois consécutive, l'activité manufacturière s'est contractée. Sur l'ensemble de l'année 2015, le commerce extérieur a reculé de 7%. Des chiffres qui suggèrent que la croissance chinoise pourrait connaître sa plus faible performance depuis 25 ans.
Voilà, et la confirmation est tombée ce matin avec ce chiffre. En 2015, la croissance chinoise s'est établie à 6,9%, son plus bas niveau depuis un quart de siècle. Avec nous, David Neyman du service Éco. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce ralentissement de la croissance chinoise? Alors, oui, on dit l'économie chinoise est en phase d'atterrissage, vous l'avez dit, 6,8% pour le quatrième trimestre, 6,9% pour le total de 2015 au final. Donc il s'agit, attention précise quand même, de données officielles, c'est le Bureau national chinois de la statistique. Entre parenthèses, beaucoup d'experts internationaux ont quand même des doutes sur ces chiffres, évoquent plutôt une croissance entre 2 et 3%, parce que c'est vrai qu'il y a des moyens parallèles de mesurer la croissance. En tout cas, on va quand même se baser sur ce chiffre de 6,9%. Alors c'est vrai que c'est le plus faible en un quart de siècle, mais ça reste quand même une progression considérable. Là, on parle de la deuxième économie mondiale qui aurait créé plus de 700 milliards de dollars de richesse supplémentaire rien que l'an dernier. Mais au-delà de ces chiffres, d'abord, pourquoi ce n'est pas si inquiétant cet atterrissage? D'abord parce que l'essentiel du décollage chinois a eu lieu sur les 30 dernières années avec une croissance du PIB de 900%. C'est considérable. On est passé à 11 000 milliards de dollars de PIB aujourd'hui. Donc la barre est très très haute. C'est difficile de rester encore sur de l'hypercroissance. Ensuite, c'est rassurant peut-être pour les marchés puisque Pékin admet avec cet atterrissage qu'il faudra maintenant adopter des mesures de soutien à l'économie pour accompagner donc ce changement de modèle, ce changement de cette transition d'une croissance tirée vers l'exportation à une croissance tirée davantage par la demande intérieure. Un petit signe d'ailleurs, la bourse de Shanghai a fini en hausse de 3% aujourd'hui, comme pour saluer un petit peu ces chiffres de la croissance. Pourtant, et il faut le souligner, tout ne va pas si bien que ça en Chine ces derniers mois. Plusieurs indicateurs quand même dans le rouge. Alors voilà, par contre, c'est là où on peut se poser des questions sur cette économie chinoise. C'est sur les indicateurs qui ne sont pas très rassurants en parallèle, et notamment du côté de la production industrielle, qui est en déclin, ou au moins qui est en recul. On est en surcapacité de production, on est aussi en surinvestissement du côté de l'immobilier. Si la bulle éclate dans les prochains mois, ça fera très mal au monde entier. Il y a aussi l'investissement étranger qui connaît des hauts et des bas. Il y a l'inflation qui reste très en dessous de l'objectif de 3%, on est à environ 1,3%. Donc il y a des pressions de ce côté-là, il y a un risque de déflation un petit peu comme en Europe. Et puis il y a d'autres problèmes, il y a le shadow banking, la finance de l'ombre qui a un poids énorme en Chine. Il y a un endettement des régions avec d'ailleurs pas mal d'inégalités entre les régions au niveau de la croissance, au niveau du niveau de vie, au niveau de l'attractivité pour les investisseurs. Et puis il y a la bourse, on en parlait souvent, qui reste extrêmement fragile. Donc vous voyez, il y a une vraie menace sur des pans entiers de l'activité pour cette deuxième économie mondiale. Merci David Neyman du service Éco. Et en bref, Renault va rappeler 15 000 véhicules avant leur mise en vente pour régler leur moteur. C'est ce qu'a annoncé ce matin Ségolène Royal. Et ce, au lendemain de l'audition du constructeur français devant la commission technique qui avait relevé un dépassement de normes d'émission de CO2. Le chiffre du jour à présent, 1,18 milliard. C'est le nombre de personnes qui ont fait du tourisme à l'étranger en 2015. Un pied de nez, si vous voulez, au terrorisme, puisqu'il s'agit d'une augmentation de près de 5% par rapport à l'an dernier. Julien, des chiffres qui semblent donc paradoxaux avec le climat ambiant dans le monde. Oui, absolument. Le tourisme se porte bien mieux que la mer déchaînée derrière vous, Barbara, bien que ce soit aussi une destination touristique. On a vu ce chiffre, on va peut-être le revoir à l'écran tout de suite. 1,18 milliard de personnes qui ont fait du tourisme dans le monde en 2015. C'est 50 millions de plus qu'en 2014, soit 4,4% que l'année précédente. Donc, et ce sont des chiffres qui sont annoncés par l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est paradoxal en effet parce qu'on s'attendait avec le nombre d'attentats, avec la prudence, les mesures de sécurité prises dans les aéroports et un peu partout dans le monde, on s'attendait à une tendance au repli et ce n'est pas le cas du tout. À l'inverse, les habitants de la planète continuent de voyager. Alors, quelles sont les destinations les plus prisées l'année dernière? Alors, je vous ai préparé une carte, qu'on va voir une carte du monde pour comprendre un petit peu la répartition internationale de ces touristes. Vous les voyez à l'écran. Barbara, l'Europe est toujours première avec 609 millions de touristes, soit 51% du tourisme mondial à elle toute seule. Les Amériques, 191 millions. L'Afrique, 53 millions. Et l'Asie et Pacifique, 23%. Sachez que dans le détail, la France reste la destination la plus prisée malgré une année très difficile pour la France. On le sait, il y a eu des annulations suite aux attentats de janvier puis du Bataclan. Il y a eu une légère baisse, mais sur l'ensemble de l'année, la France reste la destination la plus prisée devant les États-Unis, l'Espagne et la Chine. Qu'est-ce qui explique ces chiffres? Alors en fait, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, le taux de change, les prix du pétrole qui ont baissé. Il y a certaines crises dans des endroits du monde qui ont poussé à se déplacer dans d'autres. Par exemple, la dépréciation du dollar, de l'euro face au dollar a permis à plus de personnes de voyager.
Et par rapport au terrorisme, ce qui explique un peu si vous voulez, la répartition du tourisme dans le monde, eh bien, certaines destinations ont été un peu boudées, comme par exemple la Tunisie, qui a été fortement touchée avec l'attentat du Bardo. Donc des pays comme cela, comme la Tunisie, ont été boudés, mais d'autres ont vu les touristes finalement se replier sur leur pays. Et voilà un petit peu comment on explique cette répartition. Voilà, le tourisme en hausse en 2015. Merci Julien. C'était l'un des grands auteurs français du XXe siècle, prix Goncourt en 1970. Michel Tournier est décédé hier à l'âge de 91 ans. Avec nous du service culture, Valérie à Bécassis. Vous nous en dites un petit peu plus sur ce personnage. Oui, c'est très paradoxal, Michel Tournier, parce qu'il a écrit assez peu, il a écrit assez tard. À 42 ans, il a décidé qu'il pouvait enfin montrer un de ses textes à une maison d'édition, c'était Gallimard, et c'était Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et c'est quelqu'un qui vivait reclus depuis 1957 dans un presbytère à Choiseul, c'est une région de la France, et paradoxalement, il est l'une des grandes figures de la littérature française, une des grandes figures de la vie littéraire française. Donc c'est assez curieux. Tournier est l'un des rares à avoir obtenu le Goncourt à l'unanimité. Il faisait aussi partie de l'Académie du Goncourt, donc pour ce livre, Le Roi des Zones. Donc, il a commencé par publier Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui est un livre extraordinaire que tout le monde devrait lire ou avoir. Classique. Un grand classique. C'est une revisitation philosophique de qu'est-ce que c'est que vivre ensemble, comment on invente des lois ensemble. C'est l'histoire de Robinson qui est sur une île tout seul et qui, voilà, pour ne pas devenir fou, qui se réinvente des codes, des lois, et puis qui tombe sur un Indien, un métis, un noir, qui l'appelle Vendredi, qui est ni un homme ni une chose, enfin c'est dans le livre, hein. Et donc il l'appelle Vendredi, et à son contact il redécouvre la sexualité, et il redécouvre surtout le rapport à la société. Et puis bien évidemment, après ce livre-là, il a publié Le Roi des Zones, qui est le succès de Michel Tournier, l'histoire de Abel Tifauge et de sa relation avec les enfants. Dans la vie de Tournier, enfin je raconte juste ça. Oui, non, il y a son rapport aux enfants a fait un peu tâche dans sa carrière. C'était comme une zone d'ombre. C'est vrai qu'il vivait reclus dans ce presbytère. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer là-bas, dans ce presbytère. Il était avec Hector Banchotti. Et la discussion tournait autour de la sieste. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport à la sieste? Qu'est-ce que ça veut dire se reposer? Voilà, là, il est mort. Je pense qu'il va se reposer, il va se reposer longtemps. Le vrai repos. Alors, peu de livres, hein, finalement, sur une assez longue carrière, mais des livres qui ont marqué. Oui, 9 romans pour adultes et enfants et une toute petite poignée de nouvelles. Mais voilà, il appartient à cette catégorie, à cette génération, on va dire, de grandes figures littéraires françaises. Est-ce qu'il aurait dû avoir le Nobel de littérature? On entend beaucoup ça, hein, depuis l'annonce de son décès. Oui, c'est Pivot qui voulait ça, qui le dit, qui le tweet. Je sais pas, oui, pourquoi pas. Modiano l'a eu, pourquoi pas, oui. N'importe quel auteur de cette trempe-là devrait avoir le Nobel, je sais pas. Enfin, en tout cas, il a eu le prix de l'Académie française pour Le Roi des Zones, il a eu le Goncourt à l'unanimité. Enfin, il a eu pas mal de prix, une reconnaissance surtout. Ce qui est triste, enfin moi, ce qui me rend triste, c'est que il fait partie de cette dernière génération que voilà, nos enfants ne vont pas connaître, et elle est remplacée par une nouvelle. Il reste encore des Modiano, bien évidemment, Emmanuel Carrère, des Jean Echenoz, mais voilà, c'est une grande figure de la littérature française comme on l'entend, la vraie littérature française, qui est partie avec lui, avec ce petit bonnet, avec son petit chapeau sur la tête et sa petite tête de vieux, de vieux pêcheur. Michel Tournier, disparu à l'âge de 80 ans. Merci d'être venu nous en parler. Direction l'université de Tel Aviv, à présent, avec cette percée dans la recherche, dans la lutte contre le cancer. C'est un reportage signé Benjamin Le Souef. Le lymphome du manteau. Considérée comme la forme la plus grave des cancers du sang, elle laisse une espérance de vie pour les malades de 5 à 7 ans. À l'université de Tel Aviv, le professeur Dan Peer et son équipe du département de recherche cellulaire et d'immunologie travaillent sur cette maladie depuis déjà plusieurs années. En 2012, ils avaient déjà prouvé la possibilité d'inhiber la division des cellules cancéreuses de cette maladie sans pour autant pouvoir faire parvenir les solutions dans l'organisme. C'est aujourd'hui chose faite. On fait ce qu'on appelle de l'immuno-oncologie. C'est un nouveau domaine dans lequel on peut, en utilisant ce GPS, identifier la bonne cellule. La particule entre dans ces cellules lymphomateuses et libère la charge utile. On va vers le champ d'une médecine personnalisée dans laquelle on sera capable de séquencer les échantillons du patient et créer un nouveau médicament basé sur cette maladie en particulier. Ce GPS, une protéine active associée à un soin personnalisé, se rend et agit directement sur les cellules touchées. Les tests, qui n'ont jusqu'à maintenant été menés qu'à titre expérimental, ont donné des résultats particulièrement encourageants.
Menées en collaboration avec plusieurs hôpitaux israéliens, ces recherches ne devraient pourtant pas atteindre les patients dans l'immédiat. C'est une percée parce que ce mode d'action n'est pas exclusivement réservé à ce type de maladie, mais peut être utilisé pour d'autres troubles. Donc d'une certaine manière, c'est universel. Je pense que ça prendra un certain temps avant qu'on la mette en place cliniquement pour cette maladie, mais il faut y réfléchir et, espérons-le, l'utiliser un jour. Grâce au progrès des nanosciences, de nouvelles thérapies génétiques émergent et ouvrent le champ de la médecine dédiée. Des recherches qui pourraient être salutaires. Selon les chiffres de l'ICA, l'association israélienne du cancer, Israël détient la 2e place en termes de taux de mortalité du lymphome non hodgkinien. Causé par les pesticides et la génétique, un Israélien sur 3 est susceptible d'être un jour concerné. Il est bientôt 13h à Tel Aviv. Dans 5 minutes, on reviendra sur les grands titres de l'actualité. Et à la une, ce mardi, l'homme le plus recherché d'Israël depuis 36 heures a été retrouvé. Fin de la traque. Il a été neutralisé à l'eau. Mouradi Adaïs n'a que 15 ans. C'est un adolescent palestinien et il avait poignardé à mort en début de semaine une mère de famille devant ses enfants dans sa maison. On y revient dans un nouveau journal. Ce sera dans moins de 4 minutes.